Bonjour, alors je suis Mélanie, les carnets de mail sur Instagram. J'ai eu un cancer du sein en 2019. C'était l'année de mes 40 ans. C'était l'année où j'étais en train de me reconvertir professionnellement. Et puis voilà, j'ai découvert en fait une boule dans mon sein par autopalpation sous la douche. Voilà, je me souviens que c'était en même temps quasiment que Notre-Dame a brûlé, donc c'est des choses qui marquent dans un parcours. Et voilà, mon monde s'est un peu effondré à ce moment-là, s'est écroulé, j'ai basculé dans quelque chose d'inconnu pour moi. J'étais pas du tout sensibilisée à la cause. N'ayant pas de cas dans ma famille, j'avais 40 ans, je me sentais un petit peu intouchable par rapport à ça. Et bah, malheureusement, non. Que j'ai très, très vite réagi. J'ai tout de suite pris un rendez-vous chez un gynéco pour être auscultée, pour pouvoir faire des examens complémentaires, et j'ai bien fait parce que tout le reste, c'est très, très vite enchaîné. J'ai eu une semaine d'examen en fait, et le diagnostic est très vite tombé suite à cette batterie d'examens. Bah, en fait, c'était quand même assez symbolique ce truc de Notre-Dame parce que ça représentait bien mon monde à ce moment-là qui s'écroulait. C'est-à-dire que j'avais découvert la boule dans mon sein la veille, je crois. Et puis ce jour-là, j'avais rendez-vous avec ma gynéco. Ma gynéco me dit bon, c'est peut-être pas grave, c'est certainement un kyste, mais on va faire des examens complémentaires. Je dis oui, enfin, j'ai vraiment besoin de faire des examens. Et le soir, à 18 h, je vois Notre-Dame qui brûle, etc. Et en fait, symboliquement, un grand symbole qui est en train de se détruire. Et moi, dans ma tête, c'est ce qui se passait en fait. C'est que j'étais déjà en train de m'imaginer la suite. Et c'était symboliquement un monde qui s'écroulait. Et c'est marrant qu'on parle de ça parce que cette année, elle a réouvert Notre-Dame. Et en 5 ans, quand on a un cancer du sein, généralement, on commence à parler de guérison au bout de 5 ans. Et je trouvais ça très symbolique qu'elle réouvre maintenant. Ça m'a beaucoup émue d'ailleurs. Voilà, après tout ce que j'ai accompli durant ces 5 ans. Voilà, c'était super fort en tout cas de la voir à nouveau super belle et voilà, et revoir ses portes et revivre voilà, avoir été reconstruite, c'est super symbolique, même pour mon parcours, quoi. Donc, ouais, ouais, oui. Cette image de Notre-Dame qui brûle, la cloche enfin, c'était vraiment, ouais, symboliquement fort, quoi. Alors, j'ai senti le besoin d'en parler au début parce que déjà de parler de mon propre parcours, parce que j'avais besoin en fait de partager un petit peu ce que je vivais au quotidien, notamment avec mes proches, avec ma famille qui sont un peu dispersés. Je voulais pas prendre le téléphone et leur expliquer ce que je vivais, etc. Donc je me suis dit, ok, je vais en parler sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, bah, ça s'est pas contenté que de ma famille. Finalement, des femmes qui étaient dans mon cas sont venues à moi. On a beaucoup échangé, etc. Donc, j'échangeais déjà un petit peu sur ce qui me faisait du bien avant de sensibiliser. Et puis, c'est dans l'après, c'est après avoir vu aussi tous les cas sur les réseaux sociaux, voir les jeunes femmes qui étaient touchées dans l'inconscient collectif, comme le dépistage à partir de 50 ans, on se dit que c'est plutôt une maladie qui touche les femmes d'un certain âge. Et en fait, on se rend compte en discutant avec d'autres que ça touche aussi aujourd'hui les plus jeunes. Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a vraiment... je me suis dit, en fait... si on ne sait pas qu'il faut faire de l'autopalpation ou s'il faut faire des examens on peut passer complètement à côté, quoi. Et ça m'a vraiment, enfin, j'ai vraiment eu envie de parler des jeunes femmes et de l'autopalpation. Ça, c'était la première chose. Et puis ensuite, dans mon après-traitement, j'ai eu une de mes meilleures amies qui a récidivé, le même âge que moi. Donc du coup, j'ai été très, très engagée pour être à ses côtés, pour la soutenir, etc. Et puis malheureusement, je l'ai perdue, donc ça crée un engagement encore plus fort. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le premier défilé ruban rose
sous la Tour Eiffel et ça a vraiment marqué une bascule dans mon parcours. Voilà, ça a marqué la fin de ma reconstruction, moi, personnelle, de prendre soin personnellement et ça a basculé quelque chose dans le côté, engagement. Je veux en faire quelque chose maintenant. Je veux délivrer un message. Je veux m'engager pour les plus jeunes femmes et puis je veux, voilà, délivrer mon message de sensibilisation, de prévention. Je le fais aux côtés de Ruban Rose, mais je le fais aussi, sur mon compte Instagram, notamment. Donc voilà, un vrai engagement, oui, maintenant, autour de ça. Je le faisais un peu aussi avant, mais je crois que, ouais, le devoir de mémoire, alors je sais pas si c'est un devoir, c'est juste que, encore une fois, je parlais de symbole avec Notre-Dame. Moi, cette amie, on avait le même âge, on est tombés malades au même moment, on n'avait pas le même type de cancer du sein. On a été en rémission, on a fini les traitements en même temps. Et puis, 6 mois, je sais plus, 6 mois, 9 mois après, elle récidive et pas moi. Voilà, et on se dit: «Mais à quel point c'est injuste, en fait, cette maladie». Heu, dans un En fait, dans l'après, on a cette peur, en fait, cette peur que la maladie revienne, que les choses soient pas derrière nous et cetera. J'avais peur, pour moi et finalement, c'est arrivé, à elle, quoi. Et en fait, j'ai découvert aussi toute l'impuissance de l'aidant. Parce que, quand on est malade, on se remet au centre de son univers, on prend soin de nous, on prend les décisions, on est en charge, on est aux commandes. Tout le soutien qu'on a, c'est super, mais on prend les décisions, en fait. Quand c'est notre ami ou quand c'est un très proche, qui souffre de la maladie, là, on se retrouve complètement, les réflexes qu'on a pour nous, en fait, sont pas forcément, justes pour l'autre et en fait, ça m'a appris à être, voilà, être juste là et à l'écoute, et donc du coup, oui, dans mon parcours d'après, ça a été déterminant, en tout cas, ce rôle d'aidant. Ce pourquoi elle et pas moi, je vis avec depuis, 2-3 ans. Je crois que c'est une des pires choses, c'est-à-dire, j'en avais parlé sur un de mes posts, on appelle ça un peu le syndrome de la survivante. Quand on est habitué en fait, enfin quand on a vécu un choc tel que la maladie, qu'on côtoie du coup d'autres femmes qui ont eu la même maladie et que, pour nous, pour X raisons, ça fonctionne et pour d'autres qui sont à côté de nous, bah, ça fonctionne pas. Il y a une injustice, énorme en fait, qui voilà, qui est là au fond de nous et moi j'ai eu le syndrome de la survivante, ouais, je pense que c'est comme les victimes d'un attentat, voilà, c'est pourquoi elle et pas moi? Pourquoi, voilà, et en fait, ces questions sont un peu sans réponse, malheureusement, mais ça développe quelque chose, ouais, de profond chez nous, avec beaucoup de culpabilité et il y a beaucoup de travail personnel, à faire par rapport à ça. Mais effectivement, c'est pas simple du tout, ce pourquoi elle et pas moi. Et puis ça nous donne aussi, du coup, alors il y a ce sentiment de culpabilité, pourquoi elle et pas moi, mais du coup aussi, avec le recul, il y a aussi ce truc d'urgence de vie après. C'est-à-dire qu'on prend conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Elle, ça s'est arrêté, voilà, très vite. Elle a laissé, une fille derrière elle, enfin, voilà et en fait, du coup, dans notre propre cas, on se dit: «OK, ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien on y va maintenant. C'est la vie, c'est maintenant, quoi» et en fait, c'est une espèce d'urgence de vie. Peut-être qui déstabilise aussi un l'entourage, les plus proches qui n'ont pas vécu, la maladie. Mais il y a un vrai, sursaut. En tout cas, moi, j'ai eu ce sursaut-là, pas tout de suite parce qu'il faut s'en remettre, hein, mais 6 mois après, voilà, j'ai eu ce sursaut de vie de me dire: «Attends Mel, ne te laisse pas abattre, c'est maintenant, quoi». Donc c'est vrai qu'au moment du diagnostic, j'ai eu une petite errance de 2 mois où j'ai dû encaisser le choc de l'annonce et mon premier soin de support, ça a été le yoga. Alors j'ai découvert le yoga via la respiration, et pas via les postures. Mais à ce moment-là précis de l'annonce et avant d'entamer mes soins,
c'était juste ce qu'il me fallait, c'était de calmer un peu ce système nerveux, de calmer mon anxiété de tout ce qui allait arriver, de ne pas faire des projections, de me remettre dans l'instant présent et surtout d'accepter ce qui était en train de se passer et de ne pas aller à contre-courant. Donc ça, vraiment, j'ai fait de la yoga thérapie. En soins de support, c'était au tout début. Ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise. Et puis le yoga m'a aidé dans l'après, c'est-à-dire de me remettre en mouvement. J'en ai pas fait beaucoup pendant. J'ai surtout fait de la course à pied parce que j'avais beaucoup de colère en moi. Et du coup, j'avais besoin d'évacuer toute cette colère. Mais dans l'après, là où notre corps il a été complètement abattu par les traitements, j'avais besoin de retrouver un petit peu de souplesse dans mon corps. Voilà, donc ça m'a énormément aidée. Et l'art-thérapie, j'étais déjà en reconversion professionnelle, en décoration d'intérieur, donc c'était une première forme de reconnexion au beau, à la création, etc. Et très très vite, j'ai eu besoin d'exprimer des trucs qui étaient en moi, qui étaient enfouis. C'est passé par mon compte Instagram au début, et puis très vite, j'ai écrit, puis ensuite j'ai fait des collages, puis ensuite j'ai fait des projets photos. Donc en fait, ça m'a permis, là encore, contrairement au yoga qui m'a calmée, l'art-thérapie, ça m'a vraiment permis d'accepter et d'exprimer en fait tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce qui me traversait. Voilà, ça a vraiment été là pour travailler sur mes émotions, là où le yoga a été là pour travailler plus sur mon mental et sur mon physique, en fait. Ça a été un exutoire formidable et puis un outil, oui, vraiment des émotions et des choses que je ne pensais pas, voilà, sont sorties via des collages, via des photos. Et ça fait du bien, en fait, ah ouais, c'est ça que tu ressentais, c'est comme ça que tu l'exprimes, ok. Et puis on avance du coup. Une fois que c'est sorti de soi, ça va déjà un peu mieux. Puis on dit souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et je préférais que ce soit sur du papier ou à l'extérieur de moi plutôt que ça cristallise dans moi, quoi. Oui, alors le yoga, je parlais au début de tout ce qui était respiration, calmer pardon, le système nerveux, l'anxiété, etc. Ça a été un des plus gros bénéfices, en tout cas, quand j'ai été en soins. Un des énormes bénéfices aussi, ça a été de me reconnecter à moi. Ça m'a surtout aidée dans l'après parce que je pense avoir fait une dissociation avec mon corps. Je pense que je suis devenue une sorte d'objet médical pour le corps médical. Et c'est normal, hein, c'est comme ça, on fait une batterie d'examens, voilà, on montre notre poitrine à l'oncologue, à la chirurgienne, voilà, à la radiothérapie, enfin voilà. Et du coup, pour ne plus souffrir, on a tendance à se dire: «OK, ça ne m'appartient plus, ce n'est plus à moi, ça ne fait plus partie de ce corps, on me l'a enlevé», enfin voilà. Donc il y a tout un travail de réappropriation, du corps et de ses sensations, parce que j'ai perdu, la sensation aussi dans ma poitrine. Donc le yoga m'a vraiment permis de retrouver des sensations corporelles, de mettre de la mobilité dans mon corps parce que j'ai été ménopausée un peu précocement avec les traitements. Donc remettre de la fluidité, reconnecter à mes sensations, ça a été le gros, gros bénéfice du yoga. Et puis l'art-thérapie, c'est ce que je disais, l'art-thérapie, exprimer ses émotions. Je pense que c'est essentiel pour sa santé mentale. On parle beaucoup, le cancer, on parle beaucoup de la médecine et de ce qu'ils font, et cetera, comment ils vous soignent. C'est vrai que la recherche fait des tas de progrès. Maintenant, il y a des super traitements, ça va de mieux en mieux. On parle moins des sujets de santé mentale qui accompagnent en fait la maladie. On a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être accompagné. Moi, je sais que le suivi psy me suffisait pas. C'est-à-dire que j'avais du mal à exprimer avec des mots, en tout cas verbalement,
Le mal que je ressentais, c'était beaucoup plus facile pour moi à l'écrit ou via des collages, des dessins, de la photo. Donc voilà, au niveau de la santé mentale, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est vrai que les soins de support, du coup, qui sont proposés dans le cadre, du cancer, de l'accompagnement du cancer, heureusement, enfin, ça prend soin aussi de notre santé mentale. C'est-à-dire que le corps médical est là pour prendre soin de notre santé, physique, de soigner un problème, technique dans la machine, on va dire. Je crois que le plus dur, c'est l'aspect psychologique. Moi, l'annonce a été une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai vu mon monde s'écrouler et basculer en 2 mois. J'étais dans une espèce de machine à laver où en fait, pour moi, tout allait bien. J'étais en pleine création d'entreprise, je me relançais dans la vie, quoi, et puis il me tombe un truc, voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Et là, du coup, il y a des pensées relatives à la mort, à la maladie, à la culpabilité de laisser ses enfants potentiellement. Enfin voilà, tout ça, voilà, il faut en parler, faut trouver les ressources pour pouvoir être comprise, soutenue. Non, non, c'est vraiment très, très important. Moi, je reste persuadée qu'on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'esprit. Voilà, et puis se reconnecter aussi à ses envies profondes. Je pense que vraiment, on parle beaucoup de médecine intégrative aujourd'hui, mais je pense que c'est l'avenir, je pense, de toute pathologie. C'est-à-dire qu'en plus de soigner le corps, il faut prendre en compte aussi tous les autres aspects de l'humain, quoi. Quelque chose qui m'a marqué, je parlais de mon amie tout à l'heure, on a fait quelque chose, j'ai fait un projet artistique avec elle qui m'a particulièrement marquée. En fait, on a fait un projet photographique avec une association qui s'appelle l'association Skin qui accompagne dans l'après, à travers l'art. En fait, on a été peintes. On a eu de la peinture sur le côté malade. Et moi, c'était côté gauche et elle, c'était côté droit. Et on était toutes les deux sur la photo. Et en fait, du coup, on voit une partie qui est vêtue et nos deux parties nues, mais recouvertes de peinture. Et on est bras dessus, bras dessous. Voilà, dans notre après, avec nos cicatrices, nos seins en moins, etc. Mais avec cette peinture et cette joie sur le corps, ça a été un des moments très, très forts. Voilà, dans mon parcours, hein. Ouais, alors l'estime de soi, c'est un sujet, c'est un gros sujet pendant le cancer. Bah, tout simplement parce que les traitements, en eux-mêmes, quand on est, soumis à de la chimiothérapie, alors l'estime de soi, c'est plus large que le physique, mais pendant les traitements, on perd quand même, et d'ailleurs, c'est le premier réflexe, hein, de toute femme, quand elle apprend qu'elle va avoir de la chimiothérapie, ça: «Ah, je vais perdre mes cheveux». Ça, c'est le réflexe naturel. On est à 2 doigts de perdre la vie, mais on pense d'abord à notre aspect physique. C'est je sais pas, c'est un instinct, c'est comme ça. Donc oui, les traitements engendrent des changements physiques, la perte de cheveux, la perte du sein. Donc on se retrouve souvent dans l'après, avec, la vie sauve, mais sans nos cheveux ou avec des cheveux qui repoussent et qui repoussent pas de la même façon, avec un corps qui nous appartient plus, avec, une personnalité qui a peut-être changé, des envies qui ont changé. Donc tout ça, en fait, fait que, il y a des moments où on se sent profondément perdu, on ne sait plus qui on est. Et il y a tout ce travail, en fait, de reprendre confiance en ses ressources intérieures et redécouvrir aussi son image, reconstruire son image. Il n'y a pas que la reconstruction du mental, etc. Il y a aussi une reconstruction physique. Et ça, c'est hyper important pour justement retourner potentiellement dans le monde du travail, refaire des projets, ressortir, être entouré, etc. Pour moi, c'est juste essentiel et c'est vrai que j'ai beaucoup fait de projets autour de l'estime de soi. Moi, pendant mes traitements, voilà, je mettais des gros turbans, des choses très, très colorées, des grosses boucles d'oreilles. Enfin voilà, je voulais surtout pas de pitié dans ma perte de cheveux et cetera, donc limite, j'en faisais même trop.
Mais voilà, au moins, voilà, le fait d'avoir encore je sais pas, ça a été comme une armure et puis je voyais en fait, c'est ce qu'on projette, c'est le reflet de ce que voient les autres, hein. Moi, les infirmières me voyaient arriver, elles étaient contentes de me voir, j'étais colorée, j'étais plutôt souriante, voilà, les autres patientes aussi. Enfin, ça crée une espèce d'énergie positive, même si c'est compliqué, c'est toujours compliqué d'aller en soins. Mais au moins, voilà, ça me donnait une certaine armure. Et puis dans l'après, voilà, moi j'ai eu une repousse de cheveux où j'ai eu les cheveux blancs, des cheveux très courts. J'ai jamais eu les cheveux courts de ma vie. Donc tout ça, c'est aussi une nouvelle image à reconstruire. Et c'est vrai que la photothérapie, moi, m'a beaucoup aidée dans l'après, justement, pour accepter à des moments clés de mon parcours ma nouvelle image. C'est pas facile du tout. Il y a l'histoire de l'image et il y a aussi l'histoire de maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Où est-ce que je vais? Quelles sont mes ressources? Qui je suis? Et ce que je vaux, quoi. Voilà, moi j'étais complètement perdue dans mon après. Je ne savais pas s'il fallait que je retourne en décoration d'intérieur. Enfin, j'ai eu une grande remise en question sur mes envies, mes projets. Et travailler sur l'estime personnelle, ça m'a aidé à avancer dans mes projets et voilà, y voir plus clair. Alors en fait, l'essentiel, moi, j'ai eu la chance aussi au tout début de tout de suite aller me faire conseiller par une socio-coiffeuse, une socio-esthéticienne, etc. Et je pense que c'est important quand on sait qu'on va perdre nos cheveux et qu'on va perdre des attributs féminins d'avoir une solution. Ça paraît tout bête, pour certaines, c'est une perruque. Cheveux naturels, cheveux synthétiques. Il y en a qui aiment avoir exactement la même apparence et c'est plutôt rassurant d'avoir exactement la même apparence qu'avant. Moi, j'ai eu une perruque aussi qui reproduisait exactement celle que j'étais avant. Donc, je me suis sentie... il y a quand même un apaisement. On se dit, OK, je vais pouvoir faire face, entre guillemets. L'artifice est là. Euh, je pense que c'était... moi, je me suis dit, quitte à traverser ça, j'ai envie de changer complètement. Et je pense que les turbans sont arrivés parce que j'étais très frustrée de ne pas pouvoir décorer et de plus pouvoir décorer des maisons. Euh, Donc du coup, à défaut de décorer des maisons, je décorais ma tête. Et tous les jours, c'était l'occasion de trouver un nouveau nouage, un nouveau tissu, des nouveaux motifs, des nouvelles couleurs. Et ça me faisait du bien. Et puis j'avais envie aussi de casser avec mon image peut-être un peu lisse et j'avais envie de me donner beaucoup de force. Et en fait, moi, ça a été le turban qui m'a donné de la force. Et puis j'ai découvert les franges des frangines et ça a changé ma vie parce que avoir des turbans sans rien sur la tête, c'est quand même assez stigmatisant entre guillemets. Le fait d'avoir cette petite frange là sur le front et puis après elle a fait des couronnes aussi. En fait, tout de suite on voit qu'il y a quand même quelque chose, qu'il y a des cheveux et c'est plutôt quelque chose de stylé plutôt que quelque chose de... Je me suis fait arrêter plusieurs fois dans la rue. On m'arrêtait pour me dire vous êtes hyper stylé, ça vous va très bien. Ah mais cette petite coupe là vous va très bien. Et évidemment je ne disais pas j'ai un cancer, je suis chauve. Au contraire je prenais tout ce qu'il y avait à apprendre et puis ça nous donne beaucoup de force en fait. Donc mais après le soir c'était un peu plus compliqué quand j'enlevais tout. Moi je me suis jamais cachée devant mes enfants, devant mon mari. Donc voilà, je me suis toujours exposée à crâne nu devant eux. C'est récemment en revoyant des photos, je me suis dit ah ouais quand même ils ont, ils ont vu et ils ont vécu avec moi quelque chose qui est assez chargé quand même finalement, parce que quand on revoit les photos avec le recul, on se dit ah ouais quand même, je suis passée par là, je ressemblais plus à grand chose, mais voilà, ça fait partie du truc. Mais oui, en tout cas, chacune aura sa solution.
Il y en a qui s'acceptent aussi complètement, crâne chauve. Je vois de plus en plus de jeunes filles complètement assumer, leur crâne et sortir comme ça dans la rue. Moi, je trouve ça formidable d'assumer et voilà. Moi, dans mon cas, ça a été les turbans et la frange, voilà, ça m'a suivie pendant pas mal de temps. J'en ai même fait un projet artistique. Donc oui, c'est avec l'association Skin qui accompagne dans l'après-cancer. C'était au moment où mon amie était en plein soin de sa récidive. J'avais besoin en fait, moi, d'avoir un projet pour moi qui me nourrisse et j'avais besoin aussi, de «rendre hommage» entre guillemets à quelque chose qui m'avait aidée, pendant mes soins et puis quand j'allais à l'hôpital, les murs étaient assez froids, des murs gris, des couloirs, voilà, alors il y avait des cadres, mais des cadres de voyage où voilà, je me suis dit: «Mais quand même, on pourrait, décorer, ces lieux de soins, par des choses beaucoup plus, humains que, des photos de voyage ou des photos d'animaux ou j'en sais rien». Et c'est là où en fait tout s'est mis un petit peu, dans ma tête, tout s'est mis, un peu en route et je me suis dit: «OK, je vais contacter Julie Desfrangines. Je vais lui dire que je veux décorer, les lieux de soins et mettre de la vie et de la couleur dans ces lieux de soins à travers des photos de femmes qui sont passées, par là». Il se trouve qu'en plus j'ai choisi que des jeunes femmes, donc j'étais quand même, en sensibilisation sur les femmes, de moins de 40 ans. Et voilà, je veux quelque chose de très coloré, je veux montrer qu'on peut être belle malgré tout, malgré la maladie, malgré ce qu'elle nous impose et je veux surtout montrer que, vous n'êtes pas seules, enfin que les femmes qui sont soignées ne sont pas seules, que d'autres avant sont passées par là, qu'elles ont gardé le sourire, qu'elles ont voilà, c'était en fait, c'était très symbolique dans plein de choses. C'était mon passé de décoratrice, mon expérience patient avec les turbans et puis ce côté, très engagé où je veux sensibiliser et aussi, mettre, voilà, de la couleur et du soutien là où ça manque, à mon sens, cruellement de vie et d'humanité alors qu'on est à l'hôpital et qu'on est censé se faire soigner. Je sais que dans le milieu, hospitalier des enfants, il y a beaucoup de choses autour de l'art qui sont présentes. On décore, souvent les salles où on fait les examens ou alors les, mmh, les chambres, même les chambres, les salles d'attente et cetera. Je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus développer, pour les adultes. Nous sommes, toujours des âmes d'enfants, surtout dans des moments où, on est très, très vulnérable. Voilà, moi j'ai eu la chance d'être exposée du coup suite à tout ça, dans différents lieux de soins et lieux associatifs. Enfin, j'ai eu que des retours, hyper, hyper positifs, que ce soit de l'équipe médicale qui, tous les jours voit des choses un peu colorées, joyeuses et du coup qui peuvent en parler avec leurs patients et voilà, remettre un petit peu de baume au cœur à leurs patientes et puis les patientes aussi qui voient ça et voilà, c'est pas facile les séjours à l'hôpital, c'est pas facile d'aller se faire soigner. Donc, heu, donc voilà, j'ai eu que des retours, super positifs et c'est aussi un accompli enfin ça a été une forme de, boucler la boucle de mon parcours, patient et c'est ce qui m'a permis ensuite d'aller, me former et de passer de l'autre côté. Mais voilà, ça a bouclé, quelque chose en tout cas, dans mon parcours à moi et ça m'a fait, le plus grand bien. Ça a été comme une armure, moi ça a été mon armure, hein, ma frange et mon turban. Vraiment, c'est ce qui m'a permis de passer le plus compliqué, en tout cas dans ce qui est perte de cheveux, j'ai vécu limite, ma repousse de cheveux a été plus compliquée que ma perte de cheveux. C'est-à-dire que la période où j'ai été chauve, j'avais la parade, en fait.
Le moment où ça a repoussé, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Voilà, j'ai gardé au début, j'ai gardé les turbans pendant très longtemps. La transition dans l'après, oui, il faut s'approprier ses cheveux courts, il faut s'approprier ses cheveux blancs. Voilà, à 40 ans, avoir les cheveux blancs, bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais ouais, c'était compliqué alors que je me trouvais hyper bien avec mes turbans et mes franges. Donc ça a été aussi un petit deuil de de les abandonner. Je pense que c'est pour ça aussi que je les ai mis en scène et que je leur ai rendu hommage, et que c'était une façon pour moi de garder le lien avec ce symbole qui m'a vraiment accompagnée tout au long de mon parcours. Je les regrette pas, mais j'ai été incapable de m'en débarrasser, incapable. Ils sont encore chez moi, mes franges, mes turbans, voilà, je n'y touche absolument pas. Et c'est vrai qu'on parlait de mon amie tout à l'heure, mais au moment où je faisais ce projet, elle-même reperdait ses cheveux. Et elle savait très bien l'attachement que j'avais à mes turbans et à mes franges. Et elle savait que je les donnais à personne et que je voulais précieusement les garder. Mais quand j'ai su elle reperdait ses cheveux, je lui ai dit: «Écoute, je veux que tu aies, mes turbans et mes franges, donc si tu es intéressée, je te les donnerai rien qu'à toi». Donc voilà, et ça s'est passé comme ça. Mais enfin, on parlait de symbole, mais encore une fois, au moment où je faisais ce projet, elle perdait ses cheveux, quoi, et elle devait faire partie du projet initialement. Bien sûr, parce qu'elle me suivait dans tous mes projets et que sa santé ne le permettait pas. Mais ouais, ça a été aussi très, très fort de lui donner, ce qui, moi, m'a rendue forte. Alors la fin n'a pas été heureuse, mais quelque part, j'en garde, quelque chose, voilà, d'avoir, été à ses côtés via les turbans, en tout cas. Elle portait un peu de moi, tous les jours, donc c'est qu'elle est même partie avec, un de mes bonnets sur la tête. Donc il y a une partie de moi qui est avec elle. Donc symboliquement, c'est aussi, c'est un peu rassurant de me dire que oui, il y a quelque chose de moi avec elle. Alors même si, tous les jours, je lui parle et cetera, mais voilà, dans la symbolique, dans le physique en tout cas, de me dire qu'il y a quelque chose de moi qui est parti avec elle, voilà, ça réchauffe un petit peu le cœur. C'est une façon de voir aussi les choses un peu différemment. Oui, effectivement, passer de décoratrice à prof de yoga et art thérapeute, c'était, voilà, c'était un jump, mais en fait, je pense que la maladie est arrivée au moment où je créais ma société de décoration. Donc je pense qu'inconsciemment, enfin je le sais maintenant, que j'ai associé l'arrivée de la maladie avec, la création de mon entreprise, et j'ai fait quand même un rejet au début de la décoration. Je me suis dit: «OK, je vais retomber malade si j'y retourne». Donc il y avait un frein psychologique au début autour de ça, où j'ai été accompagnée, hein, par des spécialistes, des psys et cetera. Je pense ce qui a été déterminant, c'est, alors une fois que j'ai fait mon projet Hommage à mes turbans, que j'ai perdu mon amie, j'ai eu 6 mois où il y a eu un gros flottement. Je ne savais pas, où reprendre, quoi faire. Je venais de traverser, 2 ans de traitement, 9 mois d'accompagnement en tant qu'aidante, proche aidante. Et je me suis dit, «Et si tu passais de l'autre côté de la barrière?» C'est-à-dire, et si tu restais dans le domaine du soin, et si tu te formais à ce qui t'avait fait toi du bien? Heu, donc voilà, ça m'a appelée, vraiment très, très fort. J'ai commencé par le yoga, 1 an de 1 an de formation en yoga. Le hasard, mais ce n'est pas un hasard, je pense, la prof de yoga a été elle-même touchée par un cancer. Elle avait un myélome. Donc du coup, on a connecté très, très, très vite, et voilà, et effectivement, cette année de formation m'a permis, de me retrouver déjà avec
en dehors du monde du cancer, entre guillemets, de me retrouver avec des filles valides et de reconnecter à mon corps et de transmettre en fait, d'apprendre des techniques pour transmettre et comprendre comment tout ça fonctionnait, le système nerveux, la mobilité, etc. Et tout de suite dans ma tête, je me suis dit, je vais pouvoir accompagner les maux physiques et émotionnels de l'après-cancer. Tout de suite dans ma tête, c'était clair que j'allais en faire quelque chose. Et l'art-thérapie, j'avais aussi envie tout de suite de me former parce que ça, vraiment, j'ai senti les bienfaits tout de suite et cette fibre artistique que j'ai en moi, créative, etc. Sauf que je ne pouvais pas tout faire clairement au même moment. J'ai accepté que mes capacités étaient amoindries, donc j'ai commencé par le yoga et j'ai bien fait de commencer par le physique. Et ensuite, je me suis engagée dans ma formation aussi qui a duré 9 mois en art-thérapie. Et toujours dans la même lignée de ce que je voulais faire. Moi, c'était très clair que je voulais accompagner dans l'après-cancer. Je voulais accompagner sur l'estime de soi, reprendre confiance en soi, exprimer des choses qui n'avaient pas été exprimées durant la maladie, et puis remettre les femmes sur les rails, les reconnecter à leurs envies, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'animait et qui m'anime toujours. C'est pas forcément facile, je tiens à le dire. Je vais être très humble et c'est pas facile d'accompagner quand nous-mêmes on a été touchés par la maladie, parce que forcément, il y a des choses qui font écho. Il y aura toujours une histoire qui fera écho à mon propre parcours ou à les parcours d'amis. Donc ça, j'ai appris vraiment à me recentrer, à prendre du recul et à voilà, à essayer pas de mettre une barrière, j'aime pas ce mot, mais ni me protéger, j'aime pas ce mot non plus, mais voilà, à essayer que ça ne m'affecte plus, parce que je suis très empathique et très hypersensible, n'est-ce pas? Mais justement, c'est une force pour accompagner, je pense. Mais c'est aussi quelque chose que je dois sans cesse travailler. Et je le travaille en prenant soin de moi, tout simplement, et en me remettant ensemble. Donc en fait, le parcours du cancer et le fait qu'il y ait des soins de support, etc., j'ai envie de dire que ça ne s'arrête pas avec l'arrêt des soins du cancer. C'est quelque chose qui doit continuer tout au long de sa vie pour pouvoir avoir un équilibre. Parce qu'en fait, c'est ça que ça m'a surtout appris, c'est que cet équilibre, on est toujours en fait sur un fil en équilibre dans notre vie et on peut vite basculer dans trop de stress ou trop de... Et en fait, voilà, les soins de support m'ont vraiment appris à être au centre et de sentir là où ça bascule, le point de bascule en fait. Et de dire stop du coup, et de prendre soin de moi d'abord pour prendre soin des autres ensuite. Parce que c'est ma prof de yoga qui disait ça, on ne peut pas donner quand soi-même, voilà, on n'a rien et on est vide. Donc c'est juste essentiel. Oui, je me qualifie de résiliente, effectivement. Je ne pensais pas avoir ces qualités de résiliente avant de traverser tout ça, mais je pense que c'est quand on traverse un peu l'enfer, entre guillemets, que les ressources arrivent. Voilà, je me suis découvert une force au fond de moi. Encore une fois, j'ai eu mon armure, je me suis fait accompagner un petit peu partout. Et puis, donc ça a été prendre des décisions déjà pour me sentir bien. Et puis très très vite, j'ai voulu trouver, alors pas un message, parce qu'il n'y a pas forcément de message, c'est multifactoriel un cancer, il n'y a pas forcément de message à la maladie, mais forcément on se dit pourquoi on en est arrivé là, donc surtout ne plus reproduire les choses qui nous ont fait tomber malades. Et surtout, comment transformer tout ça? C'est-à-dire que pour moi, il était inconcevable de revenir dans ma vie, dans ma vie d'avant,
En fait, tout de suite, j'ai eu ce pouvoir créateur d'essayer de transformer en fait l'épreuve en quelque chose de beau. Moi, c'est un peu mon leitmotiv dans la vie, c'est que de voir le beau malgré tout. Voir le verre à moitié plein. Voilà, c'est Ok. ça, c'est le côté un peu optimiste. Mais au-delà de l'optimisme, c'est vraiment chercher la beauté quand tout nous semble laid. Et que quand je parle de beauté, c'est pas que le physique, c'est pas ça. J'ai appris à m'émerveiller, je sais pas, d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil. J'ai appris à m'émerveiller juste des rayons du soleil sur soi. Enfin, je parlais de l'instant présent tout à l'heure, mais dans nos vies un peu agitée, surtout ici en région parisienne, on a tendance à oublier qu'il y a des moments de magie un peu partout dans sa journée et que le beau est partout, il faut juste ouvrir les yeux. Voilà, et en fait, moi, j'ai pris conscience que c'était un de mes moteurs dans la vie. J'en avais pas forcément conscience avant. Et du coup, voilà, j'ai eu à cœur d'aller chercher ce beau un peu partout, que ce soit dans mes projets artistiques, que ce soit dans ma formation de yoga, que ce soit dans mes projets photos, que ce soit même dans mes relations et dans tous les événements que je vis. Voilà, chercher le beau. Et je pense que c'est ça la résilience, c'est refleurir dans un environnement un petit peu hostile et j'ai la sensation d'avoir ouais, d'avoir refleuri et de m'être découverte dans un moment pas très sympa. Donc voilà, je pense qu'on a tous ces capacités de résilience, elles sont activées avec la maladie, mais ça peut être activé aussi par autre chose. Mais face à l'épreuve, généralement, il y a des choses un peu insoupçonnées qui se réveillent. Ouais, ça a quelque chose Ouais. qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, avant, j'avais une vie de cadre supérieur dans une tour. Voilà, ma vie, c'était métro, boulot, dodo. Je voyais à peine mes enfants. Je prenais pas très soin de moi parce que, avec un planning hyper chargé la semaine, forcément le week-end, je faisais, voilà, le courant, on va dire. Donc en fait, ce beau, je ne le voyais plus. Je le voyais plus et je ne m'en apercevais pas en fait que je ne voyais plus le beau. En fait, généralement, c'est quand les choses s'arrêtent et quand la roue s'arrête de tourner, on est dans un truc comme un hamster. En fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On a l'impression que plus on va vite, plus ça tourne et ok, on voit rien. Mais le jour où ça s'arrête de tourner, on s'aperçoit que, bah non, en fait, c'est pas du tout normal de vivre dans une course effrénée et de pas s'offrir ce beau qui est là chaque jour. Voilà, je pense qu'aussi ce qui a changé, c'est que je vis beaucoup plus dans l'instant présent. Je pense que je pense que tous, on se projette trop dans des choses incertaines c'est vrai qu'avec le Covid, etc., ça a permis à toute une tranche de population de s'apercevoir qu'un du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mais nous, qui avons traversé le cancer avant, on avait bien conscience que tout pouvait s'arrêter. Malheureusement, oui, je pense que pour apprécier ce beau, il faut pas attendre que il y ait un accident de parcours ou que la roue se brise ou voilà quelque chose comme ça. Je pense qu'il est essentiel de se poser et de retourner à des choses un peu essentielles. On dit souvent que les petits bonheurs ne s'achètent pas, mais c'est vraiment ça, je pense. La santé, les câlins, Ouais. l'amour, etc. En fait, on est dans une perpétuelle recherche de choses matérielles qui vont satisfaire nos besoins immédiats. On va dire ça comme ça. Et en fait, avec les épreuves, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont les choses les plus simples qui ne s'achètent pas et qui sont juste essentielles. Et c'est ça qui nous remplit le plus, en fait. Donc, voilà, c'est dommage d'avoir des petits accidents de parcours avant de s'en rendre compte. J'espère que tout le monde voilà,
va éveiller un petit peu, en tout cas le yoga m'a aidé aussi, hein, effectivement beaucoup à éveiller ma conscience, on va dire, et apprendre, voilà, à m'émerveiller beaucoup plus. Je ne sais pas si j'ai un conseil à donner parce que c'est quand même très, très personnel comme ressenti, mais j'ai envie de dire, 1, ne restez pas seul. Alors c'est très compliqué de dire ça parce que le premier sentiment, c'est ce sentiment de solitude. En fait, on est seul face à soi, face à la maladie et on se sent tellement incomprise, qu'au début, ce sentiment de solitude, il est juste énorme. Donc, justement pour faire face à ce sentiment de solitude, d'incompréhension, de sidération même, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, moi, mon conseil numéro 1, c'est vraiment de se faire accompagner et tout de suite de voir s'il n'y a pas des associations, s'il n'y a pas des soins de support, en partenariat avec l'hôpital ou à côté de l'hôpital, à côté de chez soi. Parce que c'est ça qui va, en fait, qui va soutenir la guérison, soutenir ce parcours. Et c'est le fait aussi d'échanger avec d'autres femmes, d'autres personnes qui traversent les mêmes choses. Parce qu'encore une fois, le sentiment d'incompréhension, il est juste énorme au début. Je pense que on a tous eu affaire à des maladresses de notre entourage parce qu'en fait, ils ne savent tout simplement pas ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on ressent. Et le fait d'aller en parler, le fait qu'il y ait des thérapeutes qui soient là, ces soins de support, d'autres femmes qui, voilà, de s'entourer au début, de ne pas rester seule. Et aujourd'hui, je pense que même s'il n'y a pas des associations, etc., il y a au moins des choses aussi en ligne, des soins de support en ligne. Voilà, il y a des choses qui se développent. Et Jinko aussi. Jinko, notamment Jinko, bah oui, non mais, enfin voilà, il faut vraiment, alors, j'aime pas les injonctions et dire il faut, mais ça aide énormément de pas traverser seul cette épreuve, de pas se renfermer sur soi, mais au contraire d'aller à la rencontre de tas de choses, de remettre aussi en cause ses croyances, parce que parfois on se dit, voilà, j'irai jamais chez, je sais pas, un naturopathe ou un acupuncteur. Mais en fait, voilà, essayer de garder l'esprit ouvert et de s'ouvrir à d'autres choses qui peuvent nous faire du bien, que ce soit physiquement et mentalement. Évidemment. Ouais, le rôle de l'aidant, il est un peu ingrat parce que c'est toute l'impuissance en fait de l'aidant. Ça nous impacte émotionnellement, mais encore une fois, on n'est pas aux commandes et on voit la personne généralement qu'on aime, hein, parce qu'un aidant, c'est un proche généralement, souffrir et ça, c'est quand même très très dur. Je pense qu'il faut sortir de la posture du sauveur, c'est-à-dire de tout faire à la place ou de prendre des décisions à la place, etc. Je pense qu'il faut être très très à l'écoute de la personne, de ce qu'elle ressent. Je pense aussi qu'il ne faut pas aller au-devant de ce qu'elle veut, parce que ça accentue le sentiment de vulnérabilité de celui qui, voilà, de vouloir cuisiner à tout prix à la place. Voilà, je pense qu'il faut proposer et pas imposer. Je pense qu'on sous-estime aussi parfois juste la présence, en fait. Juste la présence, un geste, une main tendue, une main sur une épaule. Encore une fois, on peut être très, très maladroit face à quelqu'un de malade parce qu'on ne sait pas. heu, on ne sait pas. Je pense que quand on ne sait pas quoi dire, la meilleure des choses, en fait, c'est d'être là. C'est d'écouter et de dire, «Je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là». Voilà, donc ça, c'est un peu mes conseils en tant qu'aidante et puis surtout de ne pas prendre des décisions à la place de l'autre, quoi. Enfin, vraiment, je pense que le malade sait le mieux, ce qui est bon pour lui. On peut que faire des propositions et je rebondis parce que sur les dents, parce que j'ai mon amie Delphine Rémy qui a fait un super guide, justement de l'aidant, où il y a un tas de petites réponses, c'est super bien fichu. Voilà, donc je ne peux que conseiller, cette petite ressource, sur les aidants.
Voilà, mais pour conclure, être dans l'empathie et dans l'accueil, en fait, de ce qui est et de pas faire à la place et de pas vouloir sauver, à tout prix. Alors, moi, mes projets immédiats, maintenant que je suis, j'ai mon double diplôme, de yoga et d'art-thérapie, je suis en train de mettre en place des suivis individuels pour l'après. Donc ça, c'est, les choses un peu immédiates. J'aime beaucoup animer des ateliers, collectifs parce que je me rends compte, je parlais tout à l'heure de ne pas être seule face à ça, je me rends compte en fait que quand on réunit des femmes qui ont vécu la même chose et qu'on travaille les mêmes problématiques, c'est très réparateur pour soi, mais c'est ce qu'on vit, c'est aussi très réparateur pour le groupe. J'aime cette énergie, entre femmes et c'est quelque chose que j'ai envie de développer de plus en plus, des ateliers collectifs qui mènent qui mêlent des outils de yoga, d'art-thérapie, des cercles de femmes, voilà, ça c'est vraiment mon activité, professionnelle et ce que je veux en faire. Toujours très engagée, sur la cause du cancer du sein. Donc, dès qu'il y a une prise de parole ou, des choses, à faire pour sensibiliser, et pas qu'en octobre, voilà, je suis présente. J'interviens en entreprise maintenant. J'essaie de proposer des formes un peu différentes, un peu plus créatives, un peu plus colorées pour que les femmes, voilà, soient sensibilisées, à ce message, mais d'une façon un peu différente. Donc voilà, des tonnes d'engagement, avec ça et puis une des choses là qui revient, depuis, la fin de l'année, depuis que je me suis un petit peu posée, je parlais beaucoup de photothérapie. J'ai dans un coin de ma tête, de faire de plus en plus des projets de photothérapie, avec, voilà, proposer en fait ce parcours que moi-même, j'ai eu, à d'autres femmes. Donc je pense que ce serait un très bon complément avec, ce que je leur propose. Mais, voilà, je sens bien que le pouvoir réparateur de la photo est quand même clé dans un parcours où, encore une fois, l'estime de soi, et le physique en prend un sacré coup. Et puis j'ai aussi dans un coin de ma tête, j'aimerais faire peut-être, un autre projet photo pour décorer les lieux de soins. Donc ce serait plus Hommage à mes sorbans, mais trouver, un autre thème, peut-être pas que sur le cancer du sein, sur tous les cancers. Mais, voilà, mettre du beau, au sein de l'hôpital, c'est quelque chose aussi qui m'anime. J'en ai trop souffert en tant que patiente et je me dis qu'il y a trop de choses à faire pour m'arrêter là et voilà, j'ai vraiment envie de refaire des projets, autour de ça. Moi, je suis persuadée, en tout cas, pour tous les types de cancers, mais je pense spécialement dans les cancers qui touchent la féminité, comme le cancer de l'ovaire, le cancer du sein, et cetera. Je suis quand même persuadée que, l'image est essentielle, que l'estime de soi est essentielle et puis, je pense que l'art-thérapie, en général, exprimer, nos émotions, on parlait de santé mentale, tout à l'heure, ça c'est pour tout le monde. Moi, je parle de cancer parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que du coup, je sais accompagner. Hem, voilà, mais je pense que oui, c'est juste un super complément, heu, avec, avec tous les soins qu'on reçoit et c'est vrai que, maintenant, les grandes maisons, de soins de support et les associations proposent de l'art-thérapie. Il y a des études qui ont été faites et qui reconnaissent le bienfait de l'art-thérapie. Donc, je pense que oui, c'est une partie, assez essentielle du parcours. Alors, waouh, vaste question. Un message universel aux femmes qui traversent le cancer, qu'il soit cancer du sein c'est que, vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Il y a des ressources en vous que vous n'imaginez même pas. Prenez soin de vous, remettez-vous au centre de votre univers. Et voilà. Et
vivez dans l'instant présent, acceptez ce qui se passe. Je pense que c'est le plus dur d'accepter. C'est le voilà, promis, des belles choses en ressortent. Même si c'est dur, même si le corps est souffrant, même si psychologiquement c'est compliqué, allez chercher le beau partout, partout là où il est. C'est juste essentiel. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est Merci. fini.